Aujourd'hui, je vais te parler des examens, des tests qu'on va te proposer pendant la grossesse. Donc, vous êtes tous à des moments différents de la grossesse, mais vous allez pouvoir vous repérer en fonction d'où vous êtes rendu. Je te rappelle aussi que la semaine prochaine, si tu écoutes en replay, c'est déjà fait. La semaine prochaine va être disponible mon calendrier pour une grossesse facilitée, absolument gratuitement. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans ce calendrier-là pour te donner vraiment les points importants pour chacune des semaines, que tu vas pouvoir l'utiliser simplement en format PDF ou carrément le faire imprimer si tu veux, pour pouvoir le mettre sur ton frigo, pour pouvoir avoir tous les événements, autant pour ton bébé, qu'est-ce qui se passe pour ton bébé, qu'est-ce qui se passe pour toi, les choses à penser et compagnie, de façon à ne pas avoir d'oubli fâcheux de dire oh non. Par exemple, tu arrives chez ton médecin, on te propose un test, puis là, tu ne savais pas que ce test-là allait arriver. Ça va te permettre vraiment de pouvoir te préparer à chacune des étapes de façon optimale. Donc, je t'invite à me faire un coucou, même si c'est un enregistrement. N'hésite pas, si tu as des questions, faites-moi pouce en l'air, petit cœur, tout ce que vous voulez. Je vais de toute façon revenir dans la vidéo pour répondre à vos questions, puis voir comment ça s'est passé. Donc, ça va vraiment me faire plaisir. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, à combien de semaines es-tu rendu, est-ce que tu as finalement fait certains de ces tests dont je vais te parler, comment ça s'est passé, comment a été ton expérience. N'hésite pas à inscrire des informations que tu trouves pertinentes dans la discussion, parce qu'il y a d'autres moments qui vont arriver après toi pour regarder la rediffusion. Et dis-toi que si toi, tu as été surprise par un élément, ça se peut que ça arrive à une autre maman et donc tu vas pouvoir informer celles qui vont donner naissance un peu plus loin que toi à savoir comment ça s'est passé pour toi. Donc, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires à cœur joie. Ne vous limitez pas, ça va vraiment me faire plaisir. Donc, il faut que je te dise avant de commencer qu'au Québec, tu as le choix de faire ou de refuser chacun de ces tests-là. J'insiste pour au Québec parce que je sais qu'en France, certains tests sont reconnus comme étant obligatoires. Alors là, comme je n'habite pas en France, comme je suis québécoise, sûrement que tu l'as entendu dans ma voix si on ne se connaît pas personnellement, je ne suis pas au courant de quels sont les tests qui sont obligatoires chez toi, ceux qui ne le sont pas. C'est une information aussi que tu peux nous donner. Si tu connais les réponses dans le chat, toujours pertinent, ça va me permettre d'en apprendre plus. Mais au Québec, je le dis, tous les tests sont facultatifs, c'est-à-dire que tu peux décider de passer ou de ne pas passer les tests. Moi, je te dirais pas quoi faire. J'espère que tu vas être beaucoup accompagné de gens qui vont aussi t'informer sans te pousser dans une direction. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement te tracer, dans le fond, une liste de choses qu'on va te proposer pendant la grossesse comme test, puis ce sera à toi de te renseigner puis de décider est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses, est-ce que tu décales, qu'est-ce que tu fais avec chacune de ces propositions-là. Donc, pendant toute la durée de ton suivi au Québec, que tu sois suivi par une sage-femme en maison de naissance, peu importe le lieu d'accouchement où tu as l'intention d'aller, que tu sois suivi par un médecin de famille ou par un omnipraticien, un médecin de famille omnipraticien ou par un gynécologue, les tests sont exactement les mêmes. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Il n'y a pas de certains intervenants qui ne peuvent pas te donner, par exemple, des prescriptions pour certains de ces tests-là qui sont des tests de base. C'est vrai que si tu as besoin de quelque chose de plus précis, ça se peut que ta sage-femme arrive à une limite, qu'elle soit obligée de dire, écoute, je vais te référer. Ça, c'est possible. Mais pour les tests de base, normalement, peu importe qui te suit, tu devrais être correct, il ne devrait pas y avoir de problème. À partir du moment où tu vas commencer ton suivi, il y a certains tests qui vont revenir de façon récurrente à partir du tout début de la grossesse, que ça va être le cas, par exemple, pour rapport à la prise de ton poids, par rapport à la prise de ta tension artérielle. C'est des choses qui vont être prises de façon récurrente. Ça va être un peu la même chose aussi par rapport aux tests d'urine, c'est-à-dire que de façon régulière, ton médecin, dans le courant de ta grossesse ou ta sage-femme va te demander de passer des tests d'urine pour s'assurer que tu ne fais pas d'infection urinaire. Là, ça se peut que tu me dises, ben pourquoi faire ça? Si jamais je fais une infection, de toute façon, je vais le savoir. Ben c'est ça le problème, c'est que dans certains cas, pendant la grossesse, les infections urinaires sont asymptomatiques, mais elles vont donner, par exemple, beaucoup de fausses contractions, un risque de travail prématuré. Donc, on prend pas de chance, puis c'est très peu invasif. Donc, on prend pas de chance, on va offrir à la mère de façon régulière des tests d'urine pour s'assurer
s'assurer qu'il n'y a pas d'infection à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant de le savoir. À ton premier examen, à ton premier rendez-vous avec ton intervenant principal, probablement que c'est passé pour la majorité d'entre vous, vous allez avoir un examen gynécologique. On va s'assurer que vous n'avez pas de ITSS, d'infections qui sont transmises soit par le sang ou sexuellement. Donc, tu vas avoir vraiment un examen gynécologique avec des prélèvements pour pouvoir vérifier un certain nombre de choses. Donc, ça, normalement, ça va avoir lieu là, avec le spéculum seulement lors de la première rencontre, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier. Tous ces tests-là ne se reproduiront pas à nouveau dans le courant de ta grossesse. Donc, ça, c'est important de savoir que après, par la suite, il va y avoir des choses qui vont être différentes selon l'évolution de ta grossesse. Par exemple, entre 11 et 14 semaines, on va te proposer de faire des examens au niveau sanguin et une échographie pour vérifier, entre autres, les risques de trisomie pour ton bébé. Donc, c'est un test qui est optionnel, que tu peux faire en partie seulement, c'est-à-dire que tu pourrais décider de faire seulement la prise de sang ou de coupler la prise de sang avec l'échographie. Mais là aussi, on est en tout début de grossesse, probablement que vous avez déjà probablement toutes passé cette étape-là. Quand vous allez arriver à entre 18 et 20 semaines, ton médecin ou ta sage-femme va te proposer de faire une échographie de datation. Donc, cette échographie-là, si tu as déjà fait une échographie un petit peu plus tôt, il va déjà avoir eu une idée par rapport à quand ton bébé a été conçu. Lors de cette échographie-là, ils vont encore vérifier au niveau de la datation. Ils vont vérifier aussi où est placé ton placenta. Ils vont vérifier la croissance de ton bébé et ils vont aussi pouvoir, si c'est votre désir, vous indiquer si c'est un petit garçon ou une petite fille que vous attendez, probablement. Parce qu'il y a des moments donnés où les bébés sont trop coquins puis qu'on peut pas savoir si c'est un garçon ou une petite fille parce que ses jambes sont croisées, parce qu'on n'a pas accès à l'information. Mais dans la majorité des cas, c'est possible de le savoir si c'est ce qu'on veut. Finalement, il va falloir que tu dises à l'échographie si tu as le désir de le savoir ou pas. Donc, échographie de grossesse à ce moment-là, échographie qui va donner quelques indications, puis dans laquelle la personne qui fait l'échographie va mesurer ton bébé pour s'assurer qu'au niveau de la croissance, que tout va bien. Entre 24 et 28 semaines, ton médecin va te proposer de passer un test de diabète. Alors, c'est comme un petit liquide très, très sucré qu'on doit boire pour qu'on puisse monitorer comment ton corps va se débrouiller avec la prise de cette grande quantité de sucre-là. Donc là, je serais curieuse que tu me dises comment tu as trouvé ce test-là, comment ça s'est passé pour toi. Moi, j'ai porté, tu sais, j'ai donné naissance à 4 bébés, mais je n'avais pas passé ce test-là. J'ai jamais vécu l'expérience personnellement, mais j'en ai beaucoup entendu parler. N'hésite pas dans les commentaires à me dire comment ça s'est passé pour toi. Si le professionnel de la santé se rend compte qu'il y a un souci à ce niveau-là, il va te proposer de te passer un deuxième test qui va être un petit peu plus carabiné encore. Est-ce que tu as passé ce test-là? Raconte-nous aussi en commentaire pour pouvoir vérifier comment ton corps gère, dans le fond, la quantité de sucre, comment ton insuline fonctionne dans ton corps pour être capable d'emmagasiner le sucre que tu prends en surplus. Donc, ça, c'est le test, dans le fond, de résistance au glucose pour vérifier si tu as des tendances à faire du diabète ou pas. Après, aux alentours de 28 semaines, si tu es rhésus négative, on va te proposer d'avoir une injection de façon à pouvoir aider ton bébé à ne pas aider ton bébé, mais de toi, t'aider à ne pas créer des anticorps. Donc, là, ça se peut que tu dises, mais c'est quoi cette histoire-là? Donc, écoute, très globalement, on a du sang, tout le monde, hein, on a des globules rouges à l'intérieur de notre sang. Les globules rouges permettent entre autres de fixer l'oxygène que tu respires. Chez certains d'entre nous, il y a comme une enveloppe autour des globules rouges et certains d'entre nous n'ont pas cette enveloppe au niveau des globules rouges. C'est ce qu'on appelle le facteur rhésus. Alors, si toi, tu n'as pas cette enveloppe-là autour de tes globules rouges, ton corps n'a pas l'habitude de voir se promener dans ton corps des globules rouges qui ont cette enveloppe-là sur eux. Si ton amoureux a, lui, cette enveloppe-là sur ses globules rouges, donc si lui, il est rhésus positif, c'est-à-dire qu'il a cette enveloppe-là autour de ses globules rouges, il est possible que votre bébé ait aussi cette enveloppe-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, en fin de grossesse ou pendant l'accouchement, s'il y a quelques globules rouges de ton bébé qui réussissent à traverser la barrière placentaire et aller dans ton sang à toi,
Toi, tu ne t'en rendras pas compte parce que les quelques molécules de globules rouges qui vont passer dans ton sang vont être attaquées très rapidement par ton système immunitaire parce que ton système immunitaire va avoir une alerte de faire, mais qu'est-ce que c'est ça? Ces globules rouges ne nous appartiennent pas. Nous, on est rhésus négatif. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et ils vont détruire les globules rouges de ton bébé. Ce qui n'est pas très grave parce que toi, tu n'auras pas de symptômes par rapport à ça. Le problème, c'est que ton système immunitaire va faire comme, OK, maintenant qu'on a été en contact avec ces intrus-là, on va créer des anticorps pour être capable d'attaquer de façon plus efficace la prochaine fois si jamais ce genre de situation-là se reproduit. Et là, tu vas développer dans ton sang des facteurs, des anticorps qui vont être capables d'attaquer les globules rouges avec cette couverture-là autour d'eux. Jusque-là, on n'a encore pas de problème. Si tu as une autre grossesse, imaginons, et que pendant cette autre grossesse-là, que tu as à nouveau, imaginons que tu as encore le même partenaire, que tu as à nouveau, tu portes à nouveau un bébé qui a un rhésus positif, c'est-à-dire que lui, ses globules rouges sont enveloppés de cette enveloppe de rhésus positif-là. Et imaginons que dans ce cas-ci, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que pendant l'accouchement, par exemple, il y a un transfert de sang, mais que cette fois-ci, c'est toi qui transfères vers ton bébé une petite quantité de sang pendant l'accouchement et ça arrive à travers le placenta. Là, ton bébé va recevoir dans son sang à lui une partie, une infime partie de ton sang, mais qui va avoir à l'intérieur, puis là, je pense que tu sais où je m'en vais, qui va avoir à l'intérieur des anticorps, c'est-à-dire que des molécules qui vont attaquer les globules rouges qui ont ce rhésus-là autour d'eux. Et là, ben, on va être vraiment dans le trouble. Parce que dans le sang de ton bébé a ce sang-là avec cette couche de rhésus-là autour de ses globules rouges. Et là, il va se retrouver à avoir une attaque massive des globules rouges de ton bébé par les anticorps que tu vas avoir transférés dans ton sang. Donc, quand on fait une injection à une maman enceinte qui est rhésus négatif, on le fait pour prévoir, pour l'avenir, pour dire, il faut, OK, là, tu n'as pas d'anticorps merveilleux, mais on va te faire une injection qui va t'empêcher d'en construire, qui va t'empêcher d'en produire, de façon à ce que si jamais ton bébé est positif et qu'il y a un petit peu de sang qui vient dans ta circulation, que le processus de défense ne s'enclenche pas. Toi, ça ne changera rien dans ta vie, mais ça va changer quelque chose si jamais tu as un autre bébé. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours aux femmes qui sont rhésus négatifs, on va leur dire, entre autres, si jamais tu as une fausse couche en début de grossesse et compagnie, il faut que tu ailles avoir cette injection-là, justement pour cette raison-là. Donc, OK, c'est un petite parenthèse pour les femmes parmi vous qui sont rhésus négatifs puis qui étaient curieuses de voir, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette injection qu'on me propose aux alentours de la 28e semaine? Quand on va arriver à 32 semaines de grossesse, ton bébé devrait être la tête en bas. En tout cas, c'est un premier bébé. Donc, ton médecin va s'en assurer ou ta sage-femme va s'en assurer. Donc, à partir de 32 semaines de grossesse, on va comme vérifier est-ce que la tête est bien en bas. Si ta sage-femme ou ton médecin a la confirmation que ton bébé a la tête en bas, ça se peut tout à fait qu'il n'y ait pas de proposition d'une troisième échographie. Donc, on va prendre pour acquis que tu en as déjà eu deux. Ça se peut que ça ne soit pas le cas, mais il n'y aura pas nécessairement de proposition de troisième échographie parce qu'effectivement, au Québec, toutes les femmes ne passent pas une troisième échographie. Il y a plusieurs intervenants qui vont décider de proposer une troisième échographie seulement s'il y a quelque chose à vérifier. Qui font comme, est-ce qu'il y aurait un retard de croissance? Est-ce que le bébé n'a pas la tête en bas? Mais souvent, si tout est beau, ils vont pas aller nécessairement vers la troisième échographie. Donc, ne t'inquiète pas si ton médecin ne te propose pas de troisième échographie. Maintenant, comment le médecin va savoir si au niveau de la croissance, tout roule? En fait, à partir de 20 semaines à peu près, ton médecin aux rencontres ou ta sage-femme aux rencontres que tu vas avoir avec lui ou avec elle va mesurer ta hauteur utérine. Donc, il va prendre un ruban à mesurer, puis il va mesurer à quel point ton utérus grandit, grandit, grandit. Et c'est ça qui va lui donner une indication. C'est pas fiable à 100%, mais qui va lui donner une indication à savoir que tout va bien et que ton bébé grandit bien à ce niveau-là. Maintenant, et là, dans toutes les rencontres, comme je te disais en début de rencontre, dans toutes les rencontres, ton médecin, il va prendre ta pression artérielle, il va régulièrement vérifier ton urine et compagnie. Ça reste dans les rencontres qu'on a avec notre intervenant.
Après 36 semaines environ, ton médecin va te proposer de faire une culture vaginale et anale pour vérifier si tu es porteuse du streptocoque à l'intérieur de ton vagin. Puis que donc, habituellement, c'est le médecin qui passe cet examen-là, c'est-à-dire qu'on est en position gynécologique, il y a un genre de petit coton-tige pour prélever, et puis il va aller prélever sur les bords de ton vagin, sur le bord de ton anus. Maintenant, je serais curieuse que tu me dises dans les commentaires, parce que dernièrement, j'ai des clients qui sont arrivés en disant non, on m'a demandé d'aller le faire moi-même toute seule dans les toilettes. Alors, est-ce que c'est comme ça maintenant que ça fonctionne? Dis-moi si tu as passé déjà ce test-là ou si jamais tu le passes dans les prochaines semaines, tu reviendras dans les commentaires pour me dire ce qu'il y en est parce que ça m'intéresse de savoir si ça a changé. Il y a entre 30 et 40 des femmes qui sont porteuses du streptocoque à l'intérieur de leur vagin. C'est complètement asymptomatique. Donc, si tu es porteuse, tu ne le sais probablement pas. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'ils font un test de dépistage, c'est pour être capable de nous identifier. À partir du moment où on est positive, ben, à moins qu'on ne soit pas d'accord, qu'il y ait quelque chose en lien avec notre préférence, normalement, on va nous proposer dans certaines circonstances d'avoir des antibiotiques pendant le travail pour protéger notre bébé. Parce qu'effectivement, le fait d'être porteuse du streptocoque, ça n'a pas d'incidence pour moi. Je suis complètement asymptomatique, je m'en rends même pas compte. Mais il y a un certain nombre de bébés, c'est très, très faible, c'est très, très peu de bébés. Il y a un certain nombre de bébés qui vont être porteurs du streptocoque en passant dans la filière vaginale et qui vont développer des complications suite à ça après l'accouchement. Et le problème avec les tout petits bébés, c'est que les choses évoluent très, très rapidement. Puis que donc, souvent, aussitôt que le bébé va se mettre à faire de la fièvre, par exemple, les médecins vont tout de suite le mettre sous antibiotiques à large spectre en attendant de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que comme ça va vite, on peut pas attendre puis se dire, ben, on va attendre d'avoir les analyses puis de savoir comment ça va. On veut prendre soin du bébé très, très rapidement. Je te dis pas ça pour te faire peur. Tu as le droit de refuser le test de streptocoque parce que oui, tu pourrais me dire, écoute, Annie, prendre des antibiotiques pendant mon travail de façon récurrente, peut-être pour rien, ça a un impact sur ma santé, ça a un impact sur la santé de mon bébé aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas simple. C'est pas simple. Effectivement, la prise d'antibiotiques peut être un problème. Donc, je t'invite par rapport à ça sur la communauté Facebook pour les membres, pour les abonnés au Paléo. J'ai partagé toute une réflexion en lien avec ça qui a été faite par un médecin qui est très intéressante où elle pose les pour, les contre. Puis je t'invite de toute façon à beaucoup réfléchir par rapport à tous ces tests-là. Moi, je te dirai jamais, tu dois absolument ou tu dois pas faire ce test-là. Je pense que c'est à chacun, chacune d'entre nous de réfléchir puis de voir où est notre zone de confort parce qu'effectivement, dans la majorité des situations, il y a des plus et il y a des moins. Ça arrive que, par exemple, on va aller, par exemple, faire une échographie de contrôle pour aucune raison, puis que finalement, il y a quelque chose qui va être identifié et que ce quelque chose-là va nous faire glisser dans des interventions, dans un suivi qui est rapproché, qui va créer beaucoup d'anxiété, qui va créer, dans le fond, des fissures dans notre confiance. Puis ça arrive après coup que les couples vont me dire, écoute, finalement, on identifie que ce qui a fait tout dévier notre projet, c'est vraiment ce moment-là pivot qui a créé comme une fissure dans notre confiance. Et finalement, c'était pour rien parce que tout était parfait. Toutes les semaines d'inquiétude qu'on a eues, c'était des fausses inquiétudes, mais on ne le savait pas. Donc, c'est vrai que parfois un test peut avoir des conséquences qui ne seront pas nécessairement bonnes sans avoir un effet protecteur sur quelque chose qui est réellement là. Donc, moi, je te jugerai jamais en fonction de je choisis de faire, de pas faire. C'est vraiment à toi de faire ces choix-là. Et je sais que tu vas avoir de la pression. Il y a des intervenants peut-être qui vont faire sentir que ce n'est pas vraiment un choix, que c'est un non-choix. Je pense que ça devrait toujours être un choix parce que les conséquences en lien avec tout ça, c'est nous qui vivons avec, et autant d'un côté que de l'autre. Donc, je t'invite vraiment, avec tout ce qu'on a parlé là aujourd'hui, de tous les tests, je t'invite vraiment, tu vas pouvoir le faire avec le calendrier que je t'ai préparé. Je t'invite vraiment à réfléchir en toute conscience de cause, puis à choisir de faire comme, OK, oui, je choisis de passer ce test-là, on va me le proposer, je l'accepte, mais c'est pas un non-choix. J'ai réfléchi et j'accepte vraiment de passer ce test-là parce que je considère que dans ma situation, il va y avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Que voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée. À bientôt!